carotidien, fémoral, protéinurie une croix, HVG électrique, créatinine 300 micromoles, calinine 4,5, natrémie 140, protéinurie 1 gramme, échographie 2 reins diminués de taille, rétinopathie hypertensive. Pourquoi c'est une néphropathie vasculaire? Atteinte vasculaire. Le terrain, c'est un polyvasculaire, il souffle partout, il a une coronaropathie, il a une atteinte cardiaque, il a une atteinte rétinienne, donc on a une HTA au premier plan. Au premier plan avec un retentissement. D'accord? Alors, la deuxième chose, c'est la faible protéinurie. Généralement, une néphropathie vasculaire ne donne pas, la seule qui donne une protéinurie très massive, c'est la néphropathie glomérulaire. Sauf qu'il y a un piège, ça, que lorsque vous avez une HTA très sévère, voire maligne, elle va donner par excès une protéinurie. Donc elle, je vous conseille, lorsque vous avez une HTA très mal équilibrée, équilibrez la tension artérielle et demandez par la suite une protéinurie. Voilà, demandez directement une électrophorèse néphrotique. Si c'est un syndrome néphrotique, on est dans une zone néphropathie glomérulaire. S'il n'y a pas de syndrome néphrotique, il faut juste vérifier cette protéinurie. Donc c'est une insuffisance rénale d'origine vasculaire. Alors, les antécédents, c'est pas tubulo-interstitiel, c'est pas vasculaire, c'est pas glomérulaire. On a deux pathologies qui sont très fréquentes en Tunisie, c'est la polykystose rénale et c'est le syndrome d'Alport. Les deux qui sont très fréquents. Donc, il faut les chercher. Il y a d'autres pathologies, mais il faut axer surtout sur la polykystose et sur l'Alport. Alors, donc, on a fait notre diagnostic étiologique, c'est-à-dire, c'est la première étape du diagnostic étiologique. Est-ce que c'est glomérulaire? Est-ce que c'est interstitiel? Est-ce que c'est vasculaire? On va voir l'association des deux. L'association des deux. Le patient, il a la glomérulaire et la tubulosinose. C'est le cas du diabète. Du diabète, oui. Diabète, la néphropathie diabétique est une néphropathie glomérulaire. Depuis 2 ans, voilà, récemment, on parle d'une maladie rénale diabétique. Elle est à les 3 composantes. Le secteur glomérulaire, le vasculaire tubulo-interstitiel sans toucher. Parce qu'on a beaucoup de patients qui ont en même temps le diabète et l'hypertension aussi. Tout à fait. Les diabétiques, récemment, depuis 2 ans, on parle d'une maladie rénale diabétique. Elle est liée à l'association des 3 secteurs qui sont touchés. Mais lorsque vous me dites une maladie de Berger, voilà, un lupus, c'est glomérulaire, c'est signé histologiquement, on sait que c'est une néphropathie glomérulaire. Vous dites que maintenant une pyélonéphrite chronique, c'est interstitiel. Une sarcoïdose avec un profil interstitiel, c'est une néphropathie interstitielle. Donc les néphropathies vasculaires, ça va il y a plusieurs de la sclérodermie, il y a les maladies d'embolie-Christ de cholestérol, les syndromes des anticorps antiphospholipides. Bref, pour moi et pour vous, l'étape, c'est de différencier ce que c'est glomérulaire interstitiel vasculaire, et puis on va céder des signes extra-rénaux pour voir si ça s'intègre dans une maladie générale, comme le diabète, on le considère comme étant une maladie générale, le lupus, l'amylose, etc. Donc on va traiter plutôt l'étiologie, on va aller vers la maladie causale. Alors, donc, le diagnostic étiologique, c'est bon. Donc, on a affirmé le caractère chronique, on a précisé le stade, on a fait l'ébauche de l'enquête étiologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails des sous-groupes des néphropathies glomérulaires et vasculaires. Après, l'objectif avec le malade, c'est de retarder au maximum l'échéance de la dialyse. Donc, on va rechercher les facteurs de progression. Il faut avoir dans la tête, nous, les facteurs de progression. Quels sont les facteurs de progression d'une insuffisance rénale chronique? Les infections, par répétition, voilà, les infections. La prise des anti-inflammatoires. La prise d'anti-inflammatoires, donc tout ce qui est iatrogène. La HTA non équilibrée. Diabète mal équilibré. Les facteurs de risque cardiovasculaire, mais surtout l'HTA mal équilibré. Donc l'HTA wahada, c'est un facteur de progression. Allez. L'injection de produits de contraste, un scanner complètement préparé, l'injection d'aminosyde, un traitement, on le donne sans évaluer la fonction rénale. Donc, je vais vous montrer une plaque. Savoir arrêter le traitement en fonction de l'adhérence. Ce n'est pas toxique, mais il faut l'arrêter. Parce que si vous le donnez, vous allez avoir les effets
l'hypoglycémie qui est secondaire parce qu'il ne va plus être épuré par le rein. D'accord? Par contre, les facteurs de décompensation, c'est tout ce qui est urologique, tout ce qui est infection, tout ce qui est médicaments, l'analyse anti-inflammatoire non stéroïdien, l'injection de produits de contraste. Hein? Est-ce que les bloqueurs du système rénine-angiotensine sont un facteur de décompensation? Possible, oui. Oui. Possible si, à condition, c'est un néphroprotecteur, mais à condition de savoir bien le prescrire et d'éviter la néphropathie, insuffisance rénale aiguë médicamenteuse secondaire au bloqueur du système rénine. Donc la notion, ce n'est pas un facteur de décompensation, c'est un néphroprotecteur, mais il faut savoir le manier. Alors, voilà. Donc, les facteurs de progression, donc il faut contrôler de façon stricte la pression artérielle, il faut diminuer la protéinurie, la néphroprotection, et c'est un traitement antiprotéinurique qui passe obligatoirement par l'utilisation des bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. Je dis bloqueurs, Firmi-EC et les arabes. Alors, prévention et lutte contre la néphrotoxicité et les épisodes d'insuffisance rénale aiguë, restriction protidique, un régime hyperprotidique chez un malade, alors à faire un régime hyperprotidique pendant une journée, il a une clairance de 20 ml minute, il risque de perdre 5 ml minute, alors il passe de 20 à 15. Donc il faut leur dire, vous pouvez manger, mais alors, on va le voir, c'est 0,8 mg par kilo de poids. User 80 kg, il 60 grammes. C'est alors, les facteurs de risque on a fait les facteurs de progression, on a commencé par l'hypertension. Alors, je vais aborder les trois rédoumas. Le traitement néphroprotecteur, anti-hypertension artérielle et surtout le maniement des bloqueurs du système rénine-angiotensine. Je sais que vous avez des zones d'ombre par les bloqueurs. On va essayer de les résoudre ensemble. Alors, juste, il faut retenir qu'une HTA chez quelqu'un qui a une insuffisance rénale chronique a ses particularités. Ce n'est pas comme une HTA chez quelqu'un qui n'a pas d'insuffisance rénale. Trois particularités. Elle est prévalente, elle est très fréquente. Vous voyez ici, lorsqu'on n'a pas d'insuffisance rénale, on a 67% déjà de patients qui sont hypertendus si on est sur une maladie rénale chronique. Alors si je suis de 50 à 59, j'ai 82, 40, 49, 88, 30, 39, 91, donc plus je baisse mon débit de filtration, plus j'augmente la prévalence de l'hypertension. Donc la première particularité, elle est prévalente. La deuxième particularité, elle est sévère. Généralement, elle nécessite au moins 3 antihypertenseurs. Séribier, celui qui a une insuffisance rénale, surtout glomérulaire et vasculaire, pour la tubulo interstitielle à la loha, pour qu'on arrive à l'équilibrer avec une monothérapie. D'ailleurs, c'est une bithérapie d'emblée. D'accord? Et c'est des malades à haut risque cardiovasculaire. Chez les diabétiques, d'emblée, ils sont à haut risque cardiovasculaire. Alors, autre chose, c'est la prévalence de l'HTA résistante. L'HTA qui reste mal équilibrée malgré une trithérapie bien conduite chez un malade bien observant dans un diurétique thiazidique. Et donc, vous voyez ici, dans une étude, lorsqu'on a une insuffisance rénale, la prévalence, elle peut atteindre 42%, je parle de l'HTA résistante. Alors qu'en absence d'insuffisance rénale, elle peut atteindre le maximum, donc 23-24. Donc elle double lorsqu'on a une insuffisance rénale chronique, le pourcentage d'HTA résistante. Et l'HTA résistante, on la diagnostique surtout de mesure ambulatoire de la pression artérielle. Alors, il y a le rythme inversé physiologique nocturne. Et que lorsque je dis que j'ai un rythme inversé, c'est-à-dire il n'y a pas de baisse physiologique de la pression artérielle nocturne, c'est-à-dire que je suis exposée à faire des accidents vasculaires cérébraux, de faire un problème cardiaque au petit matin, à 4 heures du matin, plus qu'un sujet qui a un rythme qui est physiologiquement normal. Et d'ailleurs, les malades, généralement, ils ont peur de la dialyse, mais les malades, ils ont la particularité de décéder par cause cardiovasculaire avant d'atteindre le stade de dialyse. D'accord? Alors, et aussi, il y a l'HTA masqué, donc elle est prévalente. Fréquence de l'HTA sévère, l'HTA résistant, inversion du rythme
téméraire, donc c'est des non-dippers, et l'HTA masqué. Là, je vais juste cabinet, où vous voyez que la créatinine continue à grimper. Vous n'arrivez pas à trouver un facteur de décompensation. Je vous invite à faire une MAPA parce que vous pouvez détecter une HTA masquée. Et dans ce cas, vous allez agir sur la pression artérielle. Donc, comme je viens de dire, donc les malades qui ont une maladie rénale chronique, l'HTA résistante masquée, l'HTA nocturne, elle est fréquente et elle est corrélée. Plus je baisse mon débit de filtration, plus j'ai un pourcentage élevé d'HTA résistante, d'HTA masquée, d'HTA nocturne, le niveau d'albuminurie également, et le retentissement viscéral sévère lié à l'hypertension artérielle. Alors, le mécanisme de cette pathologie rénale hypertensive, celui qui est à l'origine de tout ça, c'est le système, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone. D'accord? Alors, le système rénine, parce qu'au fait, par l'action interne, à travers l'angiotensine, à travers l'aldostérone, à travers la sécrétion d'ADH, il va augmenter la pression artérielle, soit en augmentant la volumémie, et soit en augmentant surtout la vasomotricité, vu que l'angio sera angiotensine, angio-vaisseau, tensine, tension. Donc, elle crée une tension, elle crée une vasoconstriction. Et donc, cette angiotensine était là à l'origine du continuum d'atteinte cardio-rénale. Donc, on parle du couple rein-cœur qui progresse de façon parallèle. Donc, aussi bien le rein, touchant le rein, que le cœur. Alors, et d'ailleurs, toutes les sociétés savantes s'accordent pour initier les bloqueurs du système rénine-angiotensine en premier lieu. Il faut toujours commencer par un bloqueur, on leur associe soit à un diurétique, soit à un inhibiteur calcique. C'est les recommandations européennes et américaines, c'est les recommandations des Anglais. Voilà. En cas d'aspirée avec plus d'insuffisance rénale chronique, est-ce qu'on est obligé de faire un doppler rénal avant de... Je vais vous répondre. Alors, les Anglais, ils m'ont dit pour lequel un sujet âgé de moins de 50 ans, qui pas de race noire, pas de race noire, et vous commencez par un bloqueur. S'il est âgé et il est de race noire, vous commencez par l'inhibiteur calcique. Le profil du patient. Alors, bien sûr, les objectifs cibles, il faut les connaître. En cas d'insuffisance rénale, chez un diabétique, c'est inférieur à 13,8. D'accord? On s'accorde sur ces chiffres-là, inférieur à 13,8, pour ceux qui ont une néphropathie protéinurique avancée, avec un risque cardiovasculaire élevé, mais il faut toujours maintenir la diastolique supérieure à 60, parce qu'il y a un risque de coronaropathie, puisque la perfusion des coronaires se fait pendant la diastole. Alors, Tawa, j'ouvre le parenthèse, dans les bloqueurs du système rénine-angiotensine en pratique. Et pour essayer de répondre à vos questions. Alors, bloqueur système rénine et effet néphroprotecteur. Il faut connaître le mécanisme, pourquoi on parle d'un effet néphroprotecteur. Alors, le mécanisme de la néphroprotection passe par la vasoconstriction de l'artériole afférente. Voilà, la levée de la vasoconstriction de l'artériole efférente. La diminution de la pression intraglomérulaire, voilà l'hyperfiltration glomérulaire. Le bloqueur, il est Une B. B, ouais. Le D, c'est sûr. B et D. Alors, c'est DC. C'est la levée de vasoconstriction de l'artériole efférente et la diminution de la pression intraglomérulaire. L'hyperfiltration, c'est un facteur de progression, ou au contraire, il va soulager le glomérule. Et la vasoconstriction de l'artériole afférente l'aide. Alors, je vais vous expliquer. Comme un glomérule. Glomérule a une artériole afférente. Le sang va être filtré au niveau du flocculus. Il va sortir par l'artériole efférente. Lorsque j'ai, par exemple, un diabétique, un emballement du système rénine-angiotensine-aldostérone. Alors, l'angiotensine, elle a des récepteurs de l'artériole efférente beaucoup plus que l'artériole afférente. Ils sont plus absents que l'artériole afférente. Mais ils sont là dans l'artériole efférente. Donc, ce qui va se passer,
lorsqu'il y a un emballement du système rénine-angiotensine avant de donner le traitement, j'ai une vasoconstriction à ce niveau. Je suis ici une hyperpression du glomérule parce que le sang entre par là mais il ne sort pas au même rythme. Il y a une hyperfiltration. Et le fait que le rein va hyperfiltrer le glomérule, ça va le fatiguer. Il va se scléroser, il va se détruire et il disparaître. Même Malio, le Luxarnier, le Osmanier, le Saranier, en plus. مش كيف ما عندك من الاول 1 مليون من الفرنك كيف ما نولي تخدم 500 مليون سي اللي انا المرضى نقول لك معناتها كل عليه معمل كان يخدم 100 خدام انت الكليرونس تاعو 20 نقول لك انت عندك 20 خدام يخدم في بقعه الماء دونك ال 20 هذوما لازم نفرغوهم لازم ننتهيو بهم ما كاينش كل مره واحد باش يعطي سيرتيفيكا ميديكال et c'est comme ça que je lui transmets quand on est en train de préserver, c'est un capital qu'il fasse attention. Donc, lorsque je donne un IEC, je vais lever la vasoconstriction au niveau de l'artériole efférente, et donc je vais soulager le glomérule. Je vais le laisser travailler dans de bonnes conditions, il n'y a pas de filtration, d'accord? Et d'ailleurs, cette hyperfiltration, qui va générer la microalbuminurine ou macroalbuminurine basse. Les inhibiteurs calciques, il y a des familles d'inhibiteurs calciques, les non-dihydro, dihydropyridiniques, en fait, c'est des inhibiteurs calciques, c'est des vasodilatateurs. Ils vont vasodilater l'artériole afférente et donc ils vont augmenter le sang, donc ils vont augmenter la filtration. Les non-dihydropyridiniques, ils n'ont pas cette augmentation de la vasodilatation de l'artériole afférente par rapport aux... Mais on ne les évite pas. Mais quel est le choix entre les non-dihydropyridiniques et les dihydropyridiniques? Vous choisissez les non-dihydropyridiniques parce qu'ils améliorent, ils engendrent moins d'hyperfiltration. Mais, alors, donc, le schéma interne, lorsque je donne mon traitement, en fait, ce que je cherche, c'est de ralentir, voilà, de stabiliser. D'accord? Alors, concernant la néphroprotection, les ARA2 sont supérieurs aux IEC. Voilà, les IEC sont supérieurs aux ARA2. Les IEC sont équivalents. Voilà l'effet obtenu pour orthodoxe. Un problème sans solution est un problème imposé. L'essentiel, c'est la molécule, elle marche avec votre patient et vous donnez une dose dépendante. Mais ceci dit, il y a des études, il y a une étude, une revue de la littérature, alors une méta-analyse qui a essayé de comparer et ce qui ressort, c'est que les effets des IEC sont meilleurs sur la mortalité globale, sur la mortalité cardiovasculaire et sur l'insuffisance cardiaque. Donc les IEC, d'ailleurs les cardios préconisent les IEC pour la cardioprotection. Alors, et c'est équivalent pour les ITN et pour les AVC. Donc finalement, il n'y a pas une très très grande différence. Alors 0,96 et ça croise, c'est pas significatif. Tawa, bloqueur du système rénine, le genre bloqueur du système et créatinine. Il ne faut jamais initier un traitement par bloqueur du système sans avoir une créatinine récente. Jamais. C'est médico-légal. D'accord? Première situation. Homme 60 ans, diabétique depuis 10 ans, sous insuline, maladie rénale diabétique, HTA récente confirmée par MAPA, il est sous amlodipine et périndoprie, créatinine avant traitement 110 micromoles, après traitement, 10 jours après le contrôle, 130 micromoles par 130 micromoles. Faut-il arrêter l'IEC? Qui dit oui, qui dit non? On a mis encore dans les notes. Très bien. Donc il faut tolérer une élévation de 20%. Si vous faites, vous le calculez, une dyname de 130 moins 110 sur 110, 18%. 18%, il ne faut pas arrêter, il faut continuer le traitement. D'accord? Deuxième situation, homme de 60 ans, diabétique depuis 10 ans sous insuline. Il a la maladie rénale diabétique, hypertendu, amlodipine périndoprie, créatinine 110, elle passe à 160. Faut-il arrêter? Oui, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que l'élévation elle dépasse 20%. C'est très simple. D'accord?
Alors, la situation. Est-ce que dans cette situation, c'est une contre-indication? C'est pas une contre-indication. Est-ce qu'on peut reprendre? Bien sûr. Bien sûr, je vais vous expliquer. On va expliquer. Alors, par quel mécanisme elle va augmenter? Parce qu'il faut chercher la sténose des artères rénales. Classiquement, on ne demande pas un Doppler de tout malade. Ça coûte cher. Et c'est. Ce qu'on fait sur le plan pratique. difficile C'est difficile à faire, c'est un facteur d'inobservance. On va pas de Doppler, s'il a la moyenne, s'il est. Donc, sur le plan pratique, je vais vous montrer, il faut prendre nos précautions et savoir prescrire un bloqueur du système pour éviter une élévation inexpliquée, entre parenthèses, une élévation sans sténose des artères rénales. Il faut l'éviter lorsqu'on prescrit, on prend les précautions et les règles de prescription du bloqueur du système rénine-angiotensin. Elle dit qu'après, avant et après, systématique. Et les précautions, je vais vous parler des précautions. Troisième situation, homme de 52 ans, tabagique, diabétique, dyslipidémique, artéritique. HTA grade 3 de découverte, récent 11 cm de mercure. Introduction récente d'un ARA2. Créatinine avant traitement 110. 10 jours après, il consulte pour une asthénie et vomissement. Sa tension, elle est passée de 19 à 100. Et sa créatinine, elle est passée donc de 110 à 300. Décompense. C'est une insuffisance rénale aiguë. D'accord? Aiguë. C'est une insuffisance rénale aiguë. Peut-être à cause du médicament. Peut-être à cause du médicament. Je n'ai les hypothèses. Trouble ionique, c'est. Sur le plan pratique, 52 ans, qu'elle fait 19, voilà fait 10. Pardon? Baisse importante de la tension sous monothérapie à base d'ARA2. Avec une insuffisance rénale aiguë après l'introduction d'un ARA2. Peut-être une sténose des artères rénales et artéritique. Bravo. Donc, elle tire quand il orbélique à la question. Ça, c'est une preuve de la. Quelle preuve? Mais bon, c'est des situations. Là, on doit évoquer le diagnostic d'une HTA rénovasculaire. Une HTA rénovasculaire. La définition de l'HTA rénovasculaire, c'est une HTA avec sténose, obstacle sur la voie artérielle, rénale, qui est guérie ou améliorée après un geste de revascularisation. Un diagnostic, il faut prouver le lien entre l'HTA et la sténose. Il faut prouver que la sténose est l'hypertension artérielle. Je parle d'une HTA rénovasculaire. Sinon, je parle d'une maladie rénovasculaire. L'artéritique, il a le droit d'avoir une sténose sur l'artère rénale. D'accord? Sans que, obligatoirement, cette sténose soit à l'origine de l'HTA. Ce qui est en faveur, par contre, dans l'HTA rénovasculaire, qui est c'est une sténose de nature athéromateuse, vu le terrain diabétique, dyslipidémique, artéritique, tabagique, malgré qu'il a 52 ans. Le caractère sévère de l'hypertension artérielle, grade 3, une réponse spectaculaire, explosive à une monothérapie, polyvasculaire, ou HTA grade 3, haut risque cardiovasculaire, bithérapie d'emblée, selon les recommandations, à titre Harouche ARA2, tension LD10. Donc c'est que l'origine de cette HTA, c'est une HTA secondaire, ce n'est pas une HTA essentielle, et donc c'est une HTA par sténose des artères rénales et puis l'insuffisance rénale qui fibre. Donc voilà, alors on peut avoir soit une sténose des artères rénales sur un rein unique, voilà, sur un rein alors unique, fonctionnel ou anatomique, d'accord? Et bien, juste pour vous rappeler les situations, parce que sinon il faut s'étaler sur l'air. Alors, dans le bloqueur du système rénine et angiotensin, je vous pose la question, l'insuffisance rénale chronique est-elle une contre-indication à la prescription d'un bloqueur du système rénine angiotensin aldostérone? Est-ce que c'est une contre-indication? Non. Ce n'est pas une contre-indication. Annette Hamedor, donc qui dit que l'insuffisance rénale contre-indique les bloqueurs, il faut l'oublier. D'accord? Est-ce que l'insuffisance rénale avancée est-elle une contre-indication à la prescription des bloqueurs du système rénine-angiotensin? Non. Alors, je vous réponds. Les stades, on a parlé des stades.
stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, stade 5. Jusqu'à stade 4, manette supérieure à 30 ml/minute, vous êtes dans la néphroprotection. Ce n'est pas une contre-indication, au contraire, il y a un effet bénéfique au bloqueur du système rénine-angiotensin. Lorsque j'ai une insuffisance rénale stade 4, il faut être prudent. Ce n'est pas une contre-indication, mais il faut être prudent. D'accord? Et lorsqu'il est dialysé, c'est du ressort de la spécialité, on peut prescrire un bloqueur chez un malade qui est dialysé. Donc, ce n'est pas contre-indiqué, mais il faut savoir le prescrire avec, il faut être vigilant. Alors, la kaliémie, c'est le tueur silencieux. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils exécutent les malades, quand on leur anesthésiant, on va dire une potassium, il y a une fibrillation ventriculaire et le malade part silencieusement, dans le silence. D'accord? Donc c'est un tueur silencieux. Il faut expliquer aux patients que c'est le malade. Bon, je bon, pas tous les malades, qui est inférieur à 30 ml/minute, il faut les éduquer sur la notion de l'hypercalémie. Alors, et donc, il ne faut jamais initier un traitement par bloqueur du système rénine-angiotensin sans avoir une kaliémie récente. Jamais. C'est médico-légal. D'accord? Il faut contrôler la kaliémie. Hein? Avec l'aide, il faut la contrôler. Vous instaurez, vous allez contrôler au maximum dans les 5 jours. Et vous allez l'éduquer suivant un petit peu le stade de l'insuffisance rénale chronique. D'accord? Alors. La kaliémie, il n'y a pas de seuil, ça tue. La kaliémie. Supposons qu'il fasse une hypocalémie sous BSA. Je ne tolère pas, je dois arrêter, je donne À quel chiffre, madame? 5, 5,5, 6, comme la notion que vous devez connaître en matière de kaliémie, le chiffre en lui-même qui dérange, c'est l'élévation rapide de la kaliémie, qui perturbe la fibre cardiaque, la fibre musculaire cardiaque, et qui peut être à l'origine de troubles du rythme. Donc ma famille, je tolère 5,1. Et un traitement hypercalémiant, je نقول نقص البنان، نقص الدقلة، نقص الجاف، غلي الخضرة، je vais éduquer le malade. Si je sens que c'est un profil hypercalémiant, mais fait baisse d'anticaïxala à 15 grammes, je dois le protéger de cette élévation rapide de la calémie. L'hypercalémie est définie par une calémie supérieure à 5. 5,5 supérieure à 5. Et donc c'est médico-légal, d'accord? Il faut vérifier l'association médicaments hypercalémiants, aldostérone, ou un bloqueur du système, d'accord? Donc il n'y a pas de seuil qui fait de créatinine 20%. C'est qu'il augmente. Vous évitez l'augmentation, vous évitez par le régime. Alors je vais vous répondre. Femme 50 ans, diabétique depuis 10 ans, maladie rénale diabétique, HTA récente confirmée par ma part, amlodipine périndoprine, créatinine avec un traitement 110, calémie 4,5. Alors, 120 micromoles, donc ce n'est pas une élévation, calémie 5,8. C'est une élévation de la calémie. Oui, le traitement, parce qu'il est néphroprotecteur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Donc, j'éduque la patiente. Bravo. Donc, j'arrête, je régime, j'insiste sur le régime. Logiquement, dans les années, je sais la situation médicale et je suis amenée à de il faut surtout le piège. Il y a le régime sans sel, où il y a le sel dans la pharmacie, il est très riche en potassium. Donc, il faut faire très attention. Donc, l'éduquer à surtout donc, situation où on doit faire attention. Alors, en matière de contre-indication absolue, c'est la sténose bilatérale des artères rénales, c'est la grossesse, l'allaitement, ou le angio-loronique avec les IEC, c'est très rare. Les femmes enceintes, je ne suis pas sous IEC. Premier trimestre, on a toujours tout l'avant. C'est tout à l'heure. Dès que JIP, il faut le contre-indiquer pour le reste de la grossesse. Si la grossesse est programmée, vous arrêtez les IEC avant la programmation de la grossesse. Sténose bilatérale est une contre-indication. Pourquoi on remplace? Femme à calcium, l'oxène surtout chez la femme enceinte. D'accord? Femme a un bêta-bloquant pour vous donner chez la femme enceinte. Ou l'aldomètre. Surtout l'oxène et l'aldomètre. Alors, en matière de
de précaution, on a néphroprotection, prudence. Les femmes à des personnes à risque ou des situations à risque. Femmes à des personnes à risque de développer une insuffisance rénale aiguë après prescription d'un bloqueur. Chez les personnes âgées, c'est les personnes qui ont une insuffisance rénale chronique déjà. C'est les personnes qui ont une insuffisance cardiaque, parce qu'ils ont une hypoperfusion rénale. L'insuffisance hépatique également. Les diabétiques, les maladies vasculaires périphériques et ceux qui sont atteints de cancer. Oh, le principe, l'artériole efférente. Et donc, elle va baisser la filtration glomérulaire parce qu'elle va soulager le glomérule. Il ne faut jamais la prescrire chez quelqu'un qui a du sang qui vient en petite quantité, mais l'artériole afférente, soit parce qu'il est déshydraté, ou elle a un vomissement, ou elle a déjà une insuffisance rénale chronique. Et donc, c'est des sujets à risque, qui, à l'occasion des situations à risque, vont faire une insuffisance rénale aiguë. Je trouve les situations à risque, c'est diarrhée, vomissement, épisode de canicule, juillet, août, chez les personnes âgées, la prise concomitante de médicaments potentiellement néphrotoxiques, les anti-inflammatoires, les aminosides, tacrocyclo, c'est pas très fréquent, l'injection de produits de contraste, la chirurgie, les sepsis, les hémorragies, tout ce qui va baisser la perfusion rénale. Et donc, avant de jouer les risques, les précautions à prendre, éliminer les contre-indications, vérifier la calémie, vérifier la créatinine, vérifier s'il n'y a pas une hypovolémie. Hypovolémie, ce n'est pas la peine, malade, comme dans un état qui fait le cours de déshydratation, langue sèche, cerne, hypotension. Non, le fait qu'il est diabétique, il a une tension trop bien équilibrée. C'est qu'il est sur le versant sec. C'est le fait qu'il est hypertendu, il est trop bien équilibré, en plus en position debout, il y a une hypotension orthostatique. C'est en faveur de l'hypo, le patient sec, il est sur le versant sec. Si vous avez la chance d'avoir une urée et une créatinine, faites créatinine fois 0,045, l'urée théorique, بالنسبة للكرياتينين كتلقى l'urée au laboratoire أكبر برشا من l'urée théorique calculée, c'est qu'il est sur le versant sec. Si vous avez la chance d'avoir un acide urique, c'est une hémoconcentration. Si elle vous le suivez, la diurèse aussi. La durée, c'est la clinique. Maintenant, il faut chercher les signes discrets d'un patient qui est sur le versant sec. Donc, il faut arrêter, je pas chez tout le monde, mais chez les sujets à risque, arrêter au préalable les diurétiques. Vous arrêtez pendant 3-4 jours les diurétiques, vous introduisez votre IEC par palier, tout va bien, vous avez contrôlé la créatine, la calémie, tout se passe bien, vous réintroduisez les diurétiques si vous avez besoin de diurétiques. Introduction donc progressive, contrôle de la créatinine et de la calémie. Il faut envisager, chaque fois qu'on est dans les situations à risque, le médecin doit le voir dans 24-48 heures. En cas de vomissement, diarrhée, les situations aiguës, sepsis, hémorragie, il faut trouver message, d'accord? Ça qui est sur le profil hypertension mal équilibrée, on peut lui donner un traitement communautaire de la WACAF. Voilà, il consulte le médecin. Alors jamais d'association IEC-ARA2. Jamais. Jamais. C'est proscrit. Alors, le drain dit Macoul Fishkal, vous voyez, dans le sachet du médicament, 80 ans, hypertendu depuis 20 ans, IEC thiazidique, poussée de son arthrose, elle prend de la Pranax, elle a des vomissements et des displays, et la créatinine, elle est à 510 alors qu'elle était à 90. C'est le profil, on ne voit que ces malades-là. C'est les personnes âgées. Donc l'insuffisance fonctionnelle. Alors juste un mot sur les facteurs de risque, les facteurs de décompensation. Il faut les connaître. C'est la déshydratation, c'est les médicaments, déjà on a parlé, à effet hémodynamique, l'obstacle, les produits toxiques et les pathologies surajoutées. Alors, pour la restriction, donc 0,8 à 1 g par kilo de poids, et puis contrôler le diabète. Juste un petit mot pour le diabète, sulfamide. Donc il faut connaître cette... Voilà, il faut se connaître cet algorithme. L'IATIC, j'arrête maintenant le metformine, qui est la plus prescrite. Alors, on l'arrête à partir de 30, on n'a plus le droit de la prescrire. De 30 à 45
55, on peut la prescrire, mais en prenant des doses réduites et en expliquant le malade les signes de l'hypoglycémie. Il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer, il faut qu'il connaisse les signes d'hypoglycémie pour essayer d'agir à temps. D'accord? Alors, et l'hémoglobine glyquée chez le sujet âgé cible, mais je trouve le sujet âgé non insuffisant rénal. Chez quelqu'un qui a le stade 3, on tolère 7%. Stade 4, 5, 8%, c'est excellent. On ne cherche pas l'équilibre parfait du diabète. Alors, ensuite, on est passé par, on a affirmé, on a fait le stade, le rythme évolutif, le diagnostic étiologique, on a pris en charge les facteurs de progression. Bien sûr, vous allez rechercher les facteurs, le retentissement de l'insuffisance rénale chronique. Pour les diurétiques, tu dis que les diurétiques Alors, pour les diurétiques, ils sont inefficaces à partir de 30 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, à partir de 30 minutes, ils n'ont plus leur place que l'insuffisance rénale chronique. Mais au-dessus de 30 minutes, oui, on les garde. Oui, bien sûr. Ils sont plus efficaces. Tu as vu le récepteur pour